Hi guys! Très contente de vous retrouver pour les épisodes 8 et 9 d'House of the Dragon. Et épisode 8, oh là là, les frissons, les larmes qui montaient, oh là là, c'était juste génial et c'était la consécration pour Paddy Considine, je crois que je le dis bien, il me semble bien, qui joue donc Viserys. Franchement, j'ai énormément d'admiration pour cet acteur qui a donné vraiment une carrure, une profondeur à un personnage que d'emblée, j'aurais pas vraiment imaginé que j'aimerais beaucoup, quoi. Enfin, autant dire que son entrée, son entrée en scène n'est pas ouf, parce que bon, quand même, bon, il prend la décision de choisir son futur héritier qui au final dure 2 jours plutôt que sa femme. Donc voilà, déjà dès le début, c'est pas terrible. Puis bon, c'est un peu compliqué parce que du coup, il faut choisir un homme pour le trône et tout, et pas une femme. Et puis au final, la relation qu'il a avec sa fille fait que le personnage prend une ampleur juste démentielle, que c'est une relation qui est tellement compliquée, mais en même temps pleine d'amour, pleine d'attention, pleine de tellement de choses, c'est tellement émouvant. Enfin, j'ai du mal à croire qu'on puisse pas être pris aux tripes dès qu'il s'agit en fait de cette relation entre les deux, de ce respect, de ce père qui est capable de se mettre tout le monde à dos et même de faire brûler le royaume pour sa fille. Enfin, c'est juste incroyable. Et du coup, j'avais tellement d'appréhension au moment où il mourrait, parce qu'en fait, c'est ça qui est tellement bien dans House of the Dragon, c'est que on sait que le truc important de cette saison, c'est quand est-ce qu'il va crever. Il n'y a pas de mystère et tout, c'est pas genre, ah bon, il va rester 35 saisons. Mais au début, c'est quand est-ce qu'il va crever, et après, c'est, ah bah non, j'ai envie en fait qu'il dure encore plus longtemps. Et quand il y a eu le time jump, je pensais que justement, il allait mourir très peu de temps après ou quoi, et que du coup, on n'allait pas avoir le temps de beaucoup le voir. Et en fait, non, on le voit quand même après le time jump, et puis on le voit vraiment vieillir. Le mec, il a la joue creusée, on voit son orbite et tout. Enfin, c'est quand même impressionnant. Tu te dis, mais comment le mec, il a encore envie en fait. Enfin, c'est un zombie sur pattes, c'est pas possible. C'est limite s'il n'y a pas des trucs, des bestioles qui vont lui pousser sur la tête ou des champignons. Enfin, c'est dingue que. Enfin, pas possible. En plus, il y a des escarres et tout. Enfin, c'est quelque chose. Mais non, le mec, il a tenu bon jusqu'à très longtemps. Et ce qui nous permet de pouvoir avoir les enfants qui grandissent et tout ça. Ça permet justement de pouvoir préparer la suite. Et franchement, Paddy Considine a été incroyable. Et au point que George R. Martin lui a écrit pour lui dire qu'il allait interpréter un meilleur Viserys que ce qu'il avait écrit. Donc, à quel point le mec, il met la barre très très haute. Et toutes les scènes où il intervient dans cet épisode me donnait des frissons, me donnait des larmes aux yeux. C'était juste dingue. En plus, accompagné avec les musiques, enfin, tout était juste... c'était un flot d'émotions qui était là constamment pendant tout l'épisode avec les intrigues, etc., les dissensions, les problèmes, etc. Mais dès qu'il était là, je pense que tout le monde a eu ce truc de se dire, tout le monde était d'accord pour dire que ce personnage était incroyable, que ce moment-là où tout le monde fait la paix. Alors oui, il y a le côté, le camp Alicent et le camp Rhaenyra, mais quand il y avait Viserys à l'écran, je pense que tout le monde s'est dit, c'est magique et c'est génial. Du coup, on est dans un climat très tendu parce qu'il y a tout ce qui est lié à la succession du Lord de la Marque, enfin du Seigneur de la Marque. Lord Corlys va bientôt mourir, donc du coup, il faut lui trouver un héritier, sauf que l'héritier, c'était censé être Lucerys, c'était comme ça que c'était censé être prévu, puisque c'était le fils de Lénore qui est supposé mort, hein. Pas qu'il est supposé mort, puisque tout le monde croit qu'il a cramé dans une cheminée. Et du coup, non, ça se passe pas comme ça, parce que le roi... Alors, c'est ça qui est toujours très ambigu, c'est ça qu'en fait j'ai tout le temps un doute, surtout à chaque fois dans les épisodes de House of the Dragon, parce que même Daemon pointe le doigt là-dessus, c'est est-ce que le roi il est vraiment complètement pas en capacité de pouvoir dire quoi que ce soit parce qu'effectivement il souffre tellement, ou est-ce que vraiment c'est le fait que Alicent et son père lui donnent du lait de pavot, donc le lait de pavot c'est pour éviter les douleurs, etc., mais c'est de la drogue aussi. Donc du coup, il est tellement drogué qu'il peut pas prendre des décisions et du coup, ça les arrange bien et tout ça. Moi, je pense que c'est ça. D'un autre côté, il y a le côté d'Alicent qui a quand même beaucoup de respect et avec beaucoup d'affection pour le roi. Donc du coup, est-ce que vraiment elle ferait ça ou est-ce que c'est vraiment complètement son père? Enfin, je sais pas. C'est très brouillon à ce niveau-là, mais je trouve que c'est laissé volontairement flou. Il y en a qui diront que c'est évident, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même, on joue sur l'ambiguïté du truc du peut-être qu'effectivement, il le drogue et tout et que ça les arrange bien. Mais d'un autre côté, Alicent, elle a vraiment envie qu'ils souffrent pas. Donc c'est un peu entre les deux. C'est de bonne foi, mais en même temps, ça les arrange bien. Enfin, c'est un espèce de mélange de tout ça. Ce qui fait que Otto Hightower va pouvoir choisir le futur, le successeur à Lord Corlys. Donc voilà, tranquille, on est en train de droguer le vieux dans son lit. Puis hop, on prend le pouvoir et puis on décide, on va mettre nos potes et tout sur le trône, tout va bien se passer. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Mais justement, on a le retour de Rhaenyra à Port-Réal, après l'épisode quand même où elle s'est fait quand même vachement taillader devant tout le monde, où personne n'est venu l'aider tout de suite, enfin, et puis c'est le sang mais tout va bien, enfin, c'était quand même très très tendu. Donc je m'attendais quand même à une grosse joute verbale,
ça a été plutôt tranquille. Bon, Daemon qui l'accuse de droguer et tout, et dire bah ouais, mais en fait, comment il peut exprimer ses volontés? C'est la première question qu'on se demande, c'est ouais, en fait, le mec il n'arrive pas à aligner deux mots, comment vous arrivez à vous dire oui, bah il prend telle ou telle décision? En fait, non, ils font un peu ce qu'ils veulent et tout. C'est un peu tendu, mais je m'attendais à un autre level. Franchement, je m'attendais vraiment à une tension tellement palpable que tu dis à un moment donné, enfin, il y en a une qui va étrangler l'autre, quoi. En fait, pas tellement. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais quand on voit la fin de l'épisode et tout, il y a une espèce de fausse réconciliation et tout ça. Bon, du coup, s'il y avait trop de haine au début, ça aurait été compliqué d'amener ça à la fin, donc du coup, j'ai plus ou moins compris. Et pour le coup, j'ai dû regarder une deuxième fois l'épisode parce que la fin était compliquée. J'ai mis du temps en fait à vraiment comprendre totalement ce qui se passe à la fin. Enfin, j'ai compris le déclenchement de tout ce qui va se passer par la suite, ça c'est clair, mais j'ai pas vraiment compris la signification de tout ça. Donc effectivement, j'ai regardé une deuxième fois l'épisode. Et plusieurs fois dans l'épisode, effectivement, il y avait des petites graines qui faisaient comprendre vraiment la fin de l'épisode. C'est-à-dire que, au début de l'épisode, donc on a Rhaenyra qui va donc rendre visite à son père. Donc elle lui présente Aegon et Viserys. Donc du coup, moi je me suis dit, en fait, peut-être que Viserys parlait d'Aegon, le fils de Rhaenyra à la fin de l'épisode. Mais en fait, c'est encore autre chose, je crois. Enfin voilà, je me suis dit, waouh, c'est vachement compliqué. Mais ouais, quand Rhaenyra craque, c'est un moment je trouve, qui est très important dans la série. Le moment où elle se dit c'est un fardeau qui est énorme en fait, c'est que toutes ces dissensions, tous ces complots, ces trahisons, etc., tout ce danger qui rôde surtout autour de ses enfants, de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi. Le fait qu'elle lui reparle de la balade de feu et de glace, lui, Viserys, pour lui il continue la discussion qu'il avait avec Rhaenyra, sauf que il se rend pas compte que c'est Alicent qui parle, et moi j'avais pas du tout capté, j'ai regardé vraiment l'épisode le midi vite fait et tout, et j'ai pas du tout compris le truc. Je me suis dit, mais en fait, le mec, il est totalement en train de... pour moi, il avait perdu la boule complet. Et il disait à Alicent, ouais, vraiment, c'est Aegon qui doit être prince. Je me suis dit, mais le mec, il a retourné sa veste. Et je comprenais pas, je trouvais d'une incohérence. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc que j'ai loupé. Donc oui, effectivement, deuxième visionnage d'épisode était fortement conseillé. Surtout, ce moment qui m'a marqué, c'est quand elle lui demande de l'aide, quoi, qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que la situation se règle, qu'il appuie son autorité, etc. Enfin, lui demande vraiment... c'est dans le désespoir le plus total, et se dire qu'il est vraiment au bord de la mort et qu'il va quand même tout faire pour aider sa fille jusqu'au bout, vraiment, contre vents et marées, contre même en défiant la mort. Enfin, c'était juste dingue. Du coup, il y a la cérémonie qui, comme Rhaenyra dit, c'est une espèce de grosse farce et tout. Donc, je me dis, est-ce que ça peut vraiment dégénérer? Parce que il y a quand même des conflits d'intérêts et tout ça. Et puis, il y a toujours ce truc de tout le monde a envie de dire que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards, etc. Donc, là, c'est tout le truc de se dire, son fils doit être le seigneur de la marque. Mais en même temps, on sait très bien qu'il n'est pas du sang de Lénore, mais tout le monde le sait aussi. Comment elle va réussir à sortir de ça sans que ça fasse une énorme polémique et que tout le peuple se dise « Ah oui, mais en fait, c'est pas vraiment ses enfants, etc. etc. » C'est compliqué. Et ouais, le moment où le roi rentre dans la salle avec la musique, franchement, c'est un des moments les plus incroyables de tout l'univers Game of Thrones. D'ailleurs, les entrées à chaque fois dans la série sont dingues, parce que même dans l'épisode 9... avec l'autre enfoiré là, le Aegon qui va être couronné roi, c'est dingue. Il y avait le moment aussi avec Alicent jeune, quand elle commence à virer pas sympa, qui est en retard, qui rentre dans la salle et tout. Toutes les entrées sont juste incroyables. Mais je m'étais dit quand même que du coup, en fait, à force de faire des trucs aussi épiques, au bout d'un moment, je vais finir par m'habituer. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va être le cas. Mais là, le roi, la façon dont c'est filmé, où on voit le crâne complètement dégarni, complètement vieilli de taches et tout, avec sa couronne qui titube et tout, mais avec une musique majestueuse pour faire comprendre, ouais d'accord, c'est un vieillard qui titube et tout, qui a du mal, mais surtout on voit plutôt un roi qui, malgré le fait qu'il soit mourant, prend sur lui, utilise cette dernière force pour aller au secours de sa fille. Et le moment où ils se regardent tous les deux, lui et sa fille, moi j'étais comme ça, j'étais c'est incroyable, c'est génial. Puis le truc dingue après, ouais, la scène avec Daemon qui ramasse sa couronne, ce qui n'était pas prévu d'ailleurs, et qui au final, en fait la couronne est tombée, c'est un accident, c'était pas prévu dans le scénario. Et au final, Daemon ramasse la couronne et tout, et du coup ça donne juste une scène incroyable, le frère qui l'aide et tout, et puis qui lui pose la couronne sur la tête, enfin... Tout est parfait. À ce moment-là, à chaque seconde, tout est parfait, tout est incroyable, tout est génial.
Mais après de se dire comment ça va se passer. Et puis surtout, en plus, le truc qui est trop bien, c'est qu'on se dit c'est une grosse claque à Otto et Alicent, qui pensaient pouvoir faire leur petite affaire tranquillou, et puis qui au final vont bien se faire avoir correctement. Et d'un côté, on pourrait se dire, si on est du côté d'Alicent et Otto, que Rhaenyra, c'est encore la fille pourrait gâter par son père, que son père lui accorde tout et tout, mais d'un côté, ce n'est que justice, même si ses enfants ne sont pas les enfants de Lénore, nous, on est plutôt de son côté à elle. Mais en même temps, le roi va pas directement dire ça va être le fils de Rhaenyra, il va demander à Rhaenys, et du coup, Rhaenys, ça rajoute un peu de suspense à se dire bon, en fait, on pensait que le père allait régler l'histoire en 2 secondes, mais en fait, on a toujours Rhaenys qui peut toujours poser problème, et en plus, on sait pas trop où elle se situe. C'est vraiment un personnage jusqu'à ce moment-là. On se dit, elle peut très bien aller dans le sens de son intérêt, on sait pas trop. Des fois, elle critique Rhaenyra, puis en plus, elle pense qu'elle a tué Lénore. On sait pas trop où se situer, et du coup, ça rajoute encore une inquiétude à se dire, ouais, mais en fait, même quand on croit que Rhaenyra va s'en sortir, en fait, il y a toujours quelque chose qui peut arriver derrière. Enfin, au bout d'un moment, ça s'arrête plus. Et au final, Rhaenys va aller dans le sens de Rhaenyra, puis aussi pour l'intérêt aussi de ses petites filles. Je m'attendais... En fait, c'est très très bizarre, parce qu'en fait... Limite, la série nous reprend au contre-pied du contre-pied, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que Rhaenys choisisse pas le plan de Rhaenyra, et au final, c'est l'inverse. C'est complètement le truc. On nous fait croire qu'elle peut la choisir, mais après, on nous fait croire qu'elle peut ne pas la choisir, et puis après, non, en fait, elle l'a choisie. Donc c'est assez bien fait là-dessus, c'est que c'est complètement... Dans tout, de toute façon, tout est imprévisible, je trouve, à ce niveau-là. Et le coup de Vaemond qui se fait découper la tête par Daemon, alors ça sentait quand même le truc où à un moment donné il y allait avoir le climax du truc, il allait se passer quelque chose. Moi je pensais que ça allait partir en espèce de petite bagarre générale ou je sais pas quoi, mais le coup de lui couper la tête au milieu de la tête, ça j'étais pas prête. J'étais pas prête, et franchement je critique pas grand chose, mais là c'était mal fait, c'était très moche. C'était pas beau, mais par contre j'ai bien aimé parce que le roi en plus, quand il dit ouais votre fille c'est une... Et là, le père qui est en colère et tout, mais j'étais, oh là là, mon Dieu, et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va pas aller en titubant comme ça, il est en train de boiter, il arrive déjà même pas à mettre un pied devant l'autre, qu'est-ce qu'il va aller arriver avec son couteau, faire je sais pas quoi, l'autre il va lui mettre une balayette et c'est fini. Et il s'énerve et tout, il sort son couteau et tout. Et au final, c'est Daemon qui règle le problème, hein. Il a mal parlé de sa dulcinée, au moins c'est réglé. Et surtout, j'ai vraiment adoré, c'est Aemond qui regarde ça avec des yeux de... genre, waouh! Mon oncle, c'est vraiment le boss des boss. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans tout l'épisode. On voit vraiment qu'Aemond a un respect pour son oncle et a une fascination pour son oncle qui est incroyable. Et franchement, c'est un personnage que j'attends beaucoup au tournant, alors que je pouvais pas le blairer au début. L'acteur qui joue sa version plus vieille, plus adulte, est hyper charismatique et il apporte ce côté espiègle et tout. En plus maintenant, il utilise des armes et puis il s'est instruit et tout ça, donc ça va être un personnage à beaucoup surveiller, je pense. Encore une fois, comme j'ai dit, moi je me suis fait spoiler rien du tout, j'ai pas lu les livres, etc. Donc voilà, mais non, cette scène était juste incroyable, fait vraiment le centre de l'épisode. Et quand tu te dis, bon, franchement, toutes mes émotions, c'est bon, on va redescendre dans l'émotion peut-être avec un petit truc à la fin. Non, en fait, il y a encore quelque chose d'autre. La scène du repas, quand il dit oui, de toute façon, toute ma famille est là, je veux faire un repas et tout. Et moi, j'imaginais vraiment le roi, franchement, j'imaginais pas que ça puisse bien se passer. Déjà, c'était très bizarre parce que, encore une fois, c'est filmé de telle façon, c'est mis en scène de telle façon qu'on a l'impression, à chaque fois, c'est ça, c'est l'impression qu'il nous emmène vers une direction pour en fait dire non, en fait, ça se passe comme ça. Et je trouve ça hyper habile parce que, par exemple, pour le dîner, je pensais que il y avait des enfants qui avaient été empoisonnés. Je pensais que les enfants de Rhaenyra se feraient empoisonner parce qu'à un moment donné, alors on montre bien le fait qu'ils versent le vin, etc. Bon, alors oui, c'est un repas, je veux bien, mais en général, quand on insiste comme ça sur ils versent le vin, etc., tout le monde qui commence à boire, je trouve ça bizarre. Et puis Otto qui boit comme ça, mais il boit du bout des lèvres comme ça, je me dis, c'est pas possible, si lui il boit pas. Mais après, je vois les enfants d'Alicent boire, je me dis, il y a un délire. Alors à moins que ce soit un truc qui soit dans le verre ou je sais pas quoi. Bon, à l'époque, c'était quand même compliqué de faire des trucs dingues, mais c'était très très bizarre. Et je me dis, ça va dégénérer. Et en plus, on nous fait croire que ça va être le cas. Et puis en fait, à la fin, Daemon, bon voilà, Daemon règle le problème juste par sa présence et par le respect qu'il impose à son quoi du coup? À son neveu? Ouais, à son neveu. Rhaenyra qui s'excuse. On dit déjà, ça doit lui coûter. Moi, j'étais un peu comme ça, moi j'avais les boules, j'étais, oh la vache, j'aurais pas été capable de faire ça après tout ce qui s'est passé et tout.
j'aurais pas pu, enfin ça m'aurait coûté tellement cher de le faire, et puis Alicent qui est hyper touchée, donc du coup on se dit, ah bah tiens, sa part d'humanité quand même ressort, parce que même si c'est une garce et qu'elle fait des trucs pas cool, d'un côté on se dit qu'elle a envie de retrouver son ami, que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle, et que finalement bah, si les choses peuvent s'arranger, bah tant mieux. Alors le roi il est trop content, les enfants qui s'amusent et tout. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est les pics d'Aemond face à comment il s'appelle, enfin Jacques ou je sais plus, enfin Jacques et Luc. J'ai pas compris, j'ai regardé que ce soit en V ou en VF, j'ai pas compris les pics exactement en quoi ça les énervait, le fait qu'ils soient forts, je sais pas quoi, j'ai pas compris, vous me direz en commentaire, j'avoue que là-dessus j'ai regardé plusieurs fois, j'ai pas compris le délire. Je m'attendais vraiment à ce que le roi meure pendant le repas, qu'il soit tellement heureux et qu'il meure heureux, mais en même temps, bah du coup, s'il meurt comme ça, bah y a pas tellement de problème quoi, enfin à la limite si, ça peut quand même péter entre les deux familles et tout, parce que un tel veut ceci ou cela, mais justement tout le plot twist du truc c'est qu'il meurt et qu'il dit de la merde enfin qu'il dit de la merde qui a un gros quiproquo quoi, qu'on est quand même sur une guerre qui s'enclenche avec un quiproquo, mais non la scène où il est heureux et tout, en fait on est tellement, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais en fait on a une telle empathie pour le personnage, c'est tellement rare de se dire mais l'impression que c'est notre papa quoi, qu'on a envie de le rendre fier et tout, enfin il est fier de sa fille, il est trop content, il a ses petits enfants, c'est génial, c'est la meilleure vie qu'il vit, enfin tout le monde se réconcilie, c'est génial. Et au final, il va faire de la merde, il va dire 3 phrases, et puis tout le royaume va peut-être brûler. C'est juste dingue. Donc ouais, la scène de fin avec Alicent qui n'a pas du coup entendu parler de l'histoire de la balade de feu et de sang, parce que du coup, de feu et de glace, parce que c'est une histoire qui se transmet qu'entre Targaryens, donc elle n'en a pas entendu parler, et du coup, il y a complètement le quiproquo, parce qu'en plus, elle n'a pas compris. Et c'est vrai que du coup Viserys ne mentionne pas ah ma fille, etc. Il n'y a pas de surnom quoi que ce soit qui ferait comprendre qu'il parlait à Rhaenyra, donc du coup il y a un énorme quiproquo. Et effectivement quand il parle d'Aegon, c'est Aegon le Conquérant, et en fait oui, le prince qui fut promis, c'est plutôt la princesse qui fut promis, puisque finalement il parle de Rhaenyra, que ce sera Rhaenyra qui devra en fait faire en sorte de joindre toutes les forces face à l'hiver, etc. Mais c'est très chouette, un peu surtout dans la mesure où quelques minutes avant, au début de l'épisode, vers le début de l'épisode, il y a Rhaenyra qui dit est-ce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment allier tout le monde contre l'hiver qui va arriver, ça peut pas être moi, parce que pour l'instant, je suis l'héritière légitime, et ça met tout le monde pas d'accord. Donc comment ça se passe pour que je réunisse tout le monde? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait pas choisir quelqu'un qui justement réunira tout le monde pour éviter une sorte d'apocalypse? La dernière phrase à la mort de Viserys un quiproquo, et tout va à feu et à sang quoi. C'est genre il n'y a pas droit à l'erreur dans House of the Dragon, c'est une phrase de travers et tout le monde crève, hein. C'est tendu, donc hâte de voir comment les choses vont vraiment exploser. J'étais partagée entre ah là là, il a dit de la merde, parce que sur le moment j'ai compris qu'il avait complètement perdu la boule et qu'il disait de la merde, parce que je sais pas, ou même après, c'est après coup je me suis dit il parlait d'Aegon, le fils de Rhaenyra, mais en fait non. Mais j'étais partagée entre ça de qu'est-ce qui se passe, et du fait que on verra plus Viserys en vie, que c'est trop triste, que j'aimais tellement ce personnage, vraiment le meilleur personnage de House of the Dragon, et franchement top personnage dans mon top personnage de Game of Thrones. Cette relation-là, franchement, elle me marquera à vie, elle est trop prenante. Épisode 9, beaucoup centré sur ce qui se passe à Port-Réal après la mort du roi. Et donc du coup, on est avec les High Tower. Toutes les expressions faciales de tous les acteurs sont fascinantes, parce que même quand on voit Otto Hightower qui regarde sa fille, quand sa fille lui dit il m'a dit sur son lit de mort, j'étais la seule et tout, à l'entendre, qu'il voulait qu'Aegon soit le nouveau roi et tout ça. Et j'ai du mal à deviner ce qu'il pense à ce moment-là. Est-ce qu'il se dit, elle est complètement... À un moment donné, je me suis dit, peut-être il s'est dit, elle est complètement tarée, elle est dans le désespoir et tout, je sais pas, elle ment, elle est folle. Je sais pas ce qui va arriver, mais elle est folle. Ou alors, est-ce qu'il se dit c'est un truc énorme, en plus si le roi l'a dit, alors là c'est bon, c'est sûr que ma fille elle aura aucun scrupule à tuer Rhaenyra, etc. À régner, il n'y aura pas de problème, tout va se passer comme sur des roulettes. Peut-être un peu des deux, mais sur le moment, comme il la regarde, tu fais mais elle est timbrée ou c'est comment? Mais non, je pense qu'il y a vraiment un truc de se frotter les mains, il se dit c'est bon, la voie est ouverte, c'est pour nous, voilà. Très intéressant le conseil qui se passe après, où donc on apprend, ils apprennent la mort du roi et tout, et tout le monde fait comme si
Ouais, bah oui, donc le roi a dit que ce serait Aegon. Ouais, bah, enfin, en gros, c'est quoi? De toute façon, on avait prévu que ce serait Aegon, même si ça devait être Rhaenyra, on s'en fout. Ouais, donc voilà, on fait quoi? On se fait une bouffe? Enfin, ok. Et j'aime bien, encore une fois, et bah, de toute façon, j'aime bien tout. Je vais toujours dire j'adore, j'aime bien, parce que tout est génial. Alicent qui est quand même à une espèce de boussole morale incroyable. Alors, c'est très bizarre, parce qu'un coup, on a un épisode dans l'impression elle est full dans le côté obscur. Et après, il va y avoir une petite nuance, mais ça va durer 2 minutes. Et puis après, elle repasse côté obscur. Et là, on est vraiment sur... bah c'est elle qui est la moins horrible de tout son entourage, quoi. Clairement, si elle met pas les freins, ils sont tous en train d'aller cramer Père Dragon et tout. Enfin, je sais pas comment il fait, parce qu'il y a quand même des dragons. Mais de se dire que c'est quand même elle qui a le plus d'intérêt en plus à tuer Rhaenyra et sa famille, qui met les freins là-dessus et tout le monde est en train de dire ah non mais faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc au bout d'un moment, bon, on se doute bien qu'elle va y aller parce que bah, il va falloir rendre les coups, etc. Mais ouais, le truc de tout le monde accepte à part lors de je sais plus quoi là, que Sir Criston éclate le crâne. Pourquoi? Bah, qu'est-ce que ce vieux monsieur t'a fait, Sir Criston? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pas volé ton cheval, il a pas... Je sais pas, il t'a pas piqué ta nourriture, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu lui éclates le crâne comme ça? Enfin, c'est trop bizarre parce que Sir Criston, je trouve par contre, c'est un personnage incohérent au possible. Alors, incohérent, oui et non. En fait, je comprends le délire de il a des pulsions. Lui, c'est complètement expression, faut se méfier de l'eau qui dort. Mais ouais, je peux comprendre qu'il ait des pulsions par moment parce qu'il se retient tout le temps et tout ça. Ça, j'ai digéré le truc. J'ai compris le délire que c'est un mec qui a beaucoup de valeur et tout ça, mais en fait, il y a tellement trop de valeur et il est tellement frustré que du coup, ça ressort par des pulsions violentes. Mais là, je sais pas, parce qu'après, il fait ça, mais après, il redevient un espèce de mentor un peu pour les enfants. Enfin, il redevient un peu quelqu'un de normal, qui a des valeurs, qui est tranquille, etc. Mais d'un côté, il est hyper arrogant, alors qu'il est censé être quand même un peu plus humble. En fait, il est tout en même temps, mais des moments, c'est complètement décousu. Et j'avoue que moi, je trouve que... Enfin, je pense que tout le monde y trouvera une justification, mais personnellement, je trouve que c'est incohérent. On a l'impression que c'est plusieurs personnages dans un seul. Je sais pas, ça pourrait être mieux amené ces pulsions. Là, complètement, c'était gratos. Il y aurait une provocation, il y aurait un truc et tout. Il aurait été content que quelqu'un le provoque pour pouvoir y aller, comme un peu avec le Lord Commandant, où il aurait été capable d'aller au combat parce que, voilà, il avait envie de se la donner, quoi. Mais là, on parle d'un vieux monsieur, et tout simplement parce que il aurait insulté la reine, enfin il l'aurait accusé de régicide. S'il faut ça pour qu'il éclate des crânes, enfin je veux dire au bout d'un moment il va pas rester beaucoup de monde à Port-Réal. Et où j'avoue que c'est un peu brouillon aussi, c'est que il y a tout le délire de... Alors il y a Otto qui envoie Sir Eric, celui qui a le jumeau, pour aller chercher Aegon. Mais en même temps, de leur côté, il y a Sir Criston qui part avec Aemond sous les ordres de la reine. D'ailleurs, c'est là où la reine parle de sentiments à Sir Criston. Donc oui, ils sont amoureux, blablabla, mais ils font pas de bêtises parce que jusque-là, il y avait le roi. Donc maintenant qu'il n'y a plus le roi, ça va peut-être se lâcher. Et puis peut-être qu'il éclatera moins de crâne vu qu'il pourra faire des bisous avec la reine. Mais c'est des mecs qui a trouvé sa soupape très bizarre. C'est ces espèces de deux histoires en parallèle, mais... C'est un peu brouillon, je trouve. Est-ce que c'était forcément nécessaire? Mais juste le côté qui était intéressant, c'est le fait que Sir Eric et son frère cherchent Aegon et tout, sous ordre d'Otto, mais finalement se disent mais le mec, c'est un gros enfoiré, quoi. Enfin, le mec qui règne, c'est un barbare, c'est pas possible. Enfin, déjà, il a aucune notion des responsabilités. Il fait n'importe quoi, il aime regarder des enfants s'éclater la tronche, il fait des enfants partout. Enfin, le mec, il est irresponsable, il est pas du tout prêt à régner, puis s'il règne, ça va être n'importe quoi. Donc, limite, si on peut mettre le cadavre sous le tapis, ça peut être cool, quoi, ça peut être pas mal. Mais d'ailleurs, ouais, le truc avec les enfants qui se tapent dessus, est-ce que c'est violence gratos? Je trouve quand même. Franchement, on a déjà vu des enfants se mettre sur la tronche. Moi, j'avais trouvé ça déjà très violent, mais là, waouh, c'est peut-être un peu trop, je sais pas. C'est pour montrer à quel point le mec est dégueulasse, mais bon, quand même... l'épisode d'avant, on apprend quand même qu'il a violé une femme. Bon, on sait que le mec est dégueulasse, quoi. Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusque-là? Je sais pas, mais c'est Game of Thrones. Donc si on peut aller encore plus, et puis après avec des fétichistes du pied. Franchement, tous les trucs les plus dégueulasses, on y a eu droit en une saison. Game of Thrones, à côté, c'est Teletubbies, hein. C'est chaud. Hein. Enfin, on est sur un autre level de... Chaque épisode a sa violence physique. Tous les épisodes avec en plus malsaine, enfin violence physique et malsaine. Ouais, non, c'est tendu un petit peu, quoi. Mais après, est-ce que ça me choque? Ça me choque pas. Je trouve juste ça gratuit, en fait.
Bon, ça me choque aussi le coup des enfants, j'avoue que les enfants, moi ça me choque de ce qu'ils se mettent sur la tronche et tout, je trouve ça choquant. Après, j'ai bien aimé le duo Hammond et Sir Kristen, parce que Sir Kristen a toujours été un espèce de mentor pour les enfants, et justement, là on se rend compte qu'Hammond a envie de régner, qu'il est prêt à ça. Il a appris le combat, il s'est instruit, tout ça, donc il est complètement prêt à régner, alors que il y a son frère qui veut rien du tout et que lui il est obligé d'aller sur le trône, on l'attrape par la peau des fesses, allez hop, hop, on te met sur le trône, c'est parti, tu veux pas, c'est pas notre problème. Même que lui-même fuit, a envie de se casser, il a pas envie d'être roi. Enfin, si même le mec le dit qu'il veut pas être roi, mais vous voulez quand même le mettre parce que l'autre folle, elle a pas compris des mots d'un mec qui était mourant et qui prenait du lait de pavot toutes les 2 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de vous, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce royaume, en fait? C'est n'importe quoi. La relation entre Aegon et sa mère est très compliquée parce que l'épisode d'avant, sa mère, après le viol de la servante, elle lui fait « Mais toi, tu n'es pas mon fils ». Mais cette phrase-là, elle va rester. Et cette phrase-là, ça va être catastrophique. Ça va être très, très, très catastrophique. Et après, ils sont dans la calèche quand ils récupèrent... ils ont récupéré Aegon, ils sont dans la calèche pour aller au couronnement. Et lui déjà qui dit bon bah son père l'aimait pas, de toute façon il n'aimait que Rhaenyra, et d'ailleurs Viserys se dit mon seul enfant. Bon, que dire de ce qu'il pense de ses autres enfants, il en a absolument mais rien à carrer le gars. Et en plus il demande à sa mère si elle l'aime. Sa mère qui fait oui, dis pas des bêtises, fais pas l'imbécile. Ouais, mais enfin, est-ce que tu as répondu à la question en fait? Tu n'as pas répondu à la question parce que tu peux pas blairer ton propre fils, ton propre sang. Enfin, c'est-à-dire quand tu dis tu n'es pas mon fils, c'est que tu as honte de ton fils, mais bon, comme voilà, t'as mal entendu un truc, ben hop, on le met sur le trône. Légitime, pas légitime, qu'il en a envie, qu'il en ait pas envie, qu'il soit un roi horrible et tout. En plus, elle dit ah, mais par contre, s'il te plaît, ne sois pas un roi cruel, ne tue pas ta sœur. Non. Bah oui, parce que si elle le dit, il va pas le faire. On voit que l'autorité, jusqu'ici, ça a bien marché. Hâte de voir la suite, vraiment. Est-ce qu'on doit parler de la scène de Lord Larys que déjà j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage qui forcément va mettre une pagaille pas possible. J'étais pas prête et en même temps, franchement, je me dis, au point où on en est, quand j'ai vu qu'elle mettait les pieds sur la table au début, j'ai dit what? C'est bizarre parce qu'elle est vachement à l'aise avec lui, j'ai pas compris tout de suite. C'est quand elle a enlevé les chaussettes, j'ai fait ouais ok bon, on est en face d'un cas de fétichisme moyenâgeux dans sa forme voilà ancienne. Ça devait exister en tout temps. C'est le moment où je me suis dit ah oui effectivement ça devait peut-être exister en tout temps. J'avais pas conscience de ça, j'avais pas envie d'en avoir conscience et maintenant je me pose la question. Voilà. Mais bon, donc du coup on a droit à une scène de touchage de nouilles devant des pieds. Voilà, c'était la saison. Est-ce que c'était nécessaire? J'ai envie de vous dire non. Alors oui, ça montre le côté glauque du personnage, comme si le mec était pas déjà bizarre. Enfin, j'aurais pu trouver un autre truc, je sais pas. Enfin, je veux dire, entre Aegon qui regarde des enfants s'éclater la tronche, entre Sir Kristen qui aime bien éclater des crânes de vieux, et puis l'autre qui se touche la nouille sur des pieds, enfin, au bout d'un moment, enfin... Vous voulez encore nous en sortir d'autres comme ça? Enfin, Aemon, qu'est-ce qu'il va faire après? Enfin, je sais pas. D'ailleurs, Aegon, j'avais l'impression qu'il était amoureux de sa sœur, et que c'était pour ça que Jacques avait dansé avec sa sœur, ou je sais pas quoi, c'était bizarre. Et d'ailleurs, sa sœur qui est très bizarre lors du couronnement, mais comme c'est pas exposé vraiment leur relation, c'est vrai que les relations entre les trois, on comprend pas trop. Maintenant, on comprend plus Aemon avec Aegon, le fait qu'Aemon soit jaloux, mais quand même, va chercher quand même son frère pour l'amener quand même à sa mère, mais bon, il aurait pu lui couper la carotide et puis c'était fait, mais bon, après ça aurait été compliqué de couronner roi. Mais on comprend mieux ça que c'est vrai que la sœur, par contre, pour l'instant, elle est de côté. Je pense que ça va pas durer très très longtemps, mais le côté peut-être inceste du frère qui justement a des vues sur sa sœur et que sa sœur elle voudrait pas, mais qui lui laisse pas le choix, je sens un truc comme ça. Mais en fait, combien de temps il va régner? Moi, je parie sur pas très très longtemps. Je pense qu'il va faire n'importe quoi et il va crever, mais je sais pas comment il va crever. Par contre, je veux pas d'un Joffrey bis. Enfin, je veux dire, je veux pas à chaque fois le mec que t'as envie de tarter. Enfin, je veux dire, c'est le principe aussi de Game of Thrones, de l'univers Game of Thrones, d'avoir envie de tarter des gens dans cet univers. Mais le gamin qui a aucun respect pour les femmes, qui a aucun respect pour la vie humaine, pour rien, etc., qui est trop cruel, avec zéro nuance, en fait, c'est ça, surtout, c'est le zéro nuance. Qui est mal dans sa peau et tout, enfin, vu et revu. J'espère que son règne va passer aussi vite qu'à Diaporama parce que j'ai pas envie de me le coltiner pendant 15 saisons celui-là, ça va pas être possible. Hein. Du coup, on a la scène du couronnement. Ouais, je m'attendais à ce qu'il se fasse complètement huer par le public. Enfin, le public,
Bah oui, le public, ouais. Non, pour moi, le public, c'est genre à la télé, mais non, le public, vraiment le public. Je sais pas, j'étais en train de jubiler à l'idée qu'il se fasse huer et qu'il pète un câble, je sais pas quoi, qu'il dise brûlez tous. Vraiment, je m'attendais à un truc comme ça. J'étais même déçue que ce soit pas autant un gros bazar à la fin de l'épisode. Pourtant, il y a du bazar, mais vraiment, je m'attendais à ce qu'il se fasse huer. Limite, à se faire lancer des tomates, genre t'es illégitime et tout, allez, dégage, t'es moche. Enfin, un truc comme ça. Et non, en fait, que ce soit Rhaenyra ou quelqu'un d'autre, enfin, ça pouvait être Tartampion des Bois, c'était pareil, quoi. C'était zéro problème à mettre un mec qui est pas légitime sur le trône, mais bon, comme c'est le fils d'eux, d'accord, puis c'est un homme. Alors, avec la question, c'est, du coup, est-ce que le peuple était d'accord pour Rhaenyra, ou est-ce que c'était pas le cas? Est-ce qu'ils auraient acclamé Rhaenyra si c'était elle qui était montée sur le trône, ou est-ce qu'ils voulaient que ce soit Aegon parce que c'était un homme et du coup la tradition, etc., etc. C'est la question que je me pose. Ils applaudissent timidement et tout ça, puis après c'est mieux. Mais l'entrée d'Aegon avec les épées et tout, incroyable. Le jeune homme qui avait pas envie d'être là, qui en plus, en fait, il est entre. Pareil, encore, les expressions faciales sont dingues. Il est complètement terrifié. Il se dit qu'est-ce que je fais là? Mais je vais vraiment être couronné. Enfin, c'est réel. Là, ça devient vraiment réel. Il fuyait tout le temps ses responsabilités à travers toutes les bêtises qu'il faisait, pour être poli. Et là, il a pas le choix. Alors, j'aime bien d'ailleurs quand Sir Criston lui prend l'épaule comme ça, il lui fait bon, bah, va falloir y aller maintenant, la reine t'attend. C'est pas genre bon, ça y est, tu dois faire tes devoirs. C'est ça y est, tu vas monter sur un trône et être roi et régner sur un royaume et des responsabilités et être la cible de menaces extérieures et tout ça. Enfin, tu rentres dans un délire, mec, t'es pas prêt. Mais non, en tout cas, l'entrée était vraiment très très chouette. Toute la scène du couronnement était chouette. Les regards des uns et des autres millimétrés, pareil. Otto qui est hyper fier de son petit-fils, qui a réussi, qui se gargarise du truc, il est en pleine jouissance, le mec. Tout est parfait pour lui, tout est exactement comme il le voulait. Quand il entend le public acclamer son petit-fils, alors là, c'est une explosion de joie, enfin, sans être voilà, très expressif, mais tout est parfait pour lui, c'est vraiment génial. Et puis Aegon qui est dans le je veux pas être là, limite plus il marche et plus il a la haine après sa mère et son grand-père, se dire bah ils m'ont emmené là alors que je voulais pas être là, il a la haine et tout, qu'est-ce que je fous là? Moi je voulais me barrer et faire ma vie. Mais en fait on se rend compte que c'est un jeune homme qui avait besoin d'amour mais qui a fait n'importe quoi, ou je pense qu'il a pas eu d'amour aussi parce que c'était un gros enfoiré. Voilà, je pense que cercle vicieux, c'était pas un mec bien donc il était pas aimé. Et en même temps, Viserys avait une telle préférence pour sa fille que ça devait être compliqué à vivre. Enfin, il y a quand même des choses, on peut se dire, on peut comprendre le fait qu'il fait des bêtises, mais pas tous les trucs cruels qu'il a fait. Mais s'il avait fait des petites bêtises, on aurait pu comprendre que oui, il était mal dans sa peau, etc. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup aimé. Ses deux parents, ils l'aiment pas, clairement on a compris. Sa mère a de l'affection maternelle et tout, mais c'est vraiment de l'affection obligatoire, quoi, parce que c'est son fils. Parce que sinon, il n'y a aucun attachement à la personnalité ni rien de son fils, quoi. C'est terrible de le dire. Et du coup, on se dit en fait qu'il trouve dans le public, dans les citoyens, dans les citoyens, en fait, il arrive à trouver la forme d'amour qui lui manquait. Donc ça lui redonne confiance en lui, ça lui donne l'amour qu'il n'avait pas. Et là, il se sent pousser des ailes, etc. Et on se dit, oulala, maintenant le mec, il a pris la confiance, ça va pas bien se passer. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'au moment même où il prend la confiance, pop, on a une petite Rhaenys qui sort avec son dragon. Bon, ça veut dire qu'elle est descendue, aller chercher son dragon. Normalement, il devait peut-être y avoir des gardes. Est-ce que les gardes étaient juste dehors parce que y avait le couronnement, donc ils devaient justement être focus sur le futur roi. Donc du coup, ils auraient laissé le dragon tranquille sans surveillance. En plus, elle a son armure. Comment elle a eu le temps de mettre son armure? Est-ce que l'armure, c'était dans une petite sacoche sur le dragon? Elle a eu le temps de s'habiller, etc. avant de monter? Enfin, après, oui, je m'attendais à ce que ce soit le bazar, mais je pensais vraiment que ça venait de la population, que ça allait lui jeter des tomates, etc. Et que du coup, les gardes, ils allaient commencer à taillader dans le vif, quoi. Je pensais que ça allait faire vraiment une émeute et que ça allait être au point qu'il allait devoir se partir et tout. Mais après, bon, oui, que Rhaenys récupère son dragon, ça me semblait logique. Par contre, oui, quand ça explose, je me dis, ah ouais, ok, c'est direct, je me dis, bah ouais, ok, c'est Rhaenys, c'est son dragon. Et je fais, mais ouais, là, la question que je me pose, c'est, dans une situation où tu es dans un bâtiment quasiment fermé avec un dragon qui crache du feu, combien de chances as-tu de survivre? Donc là, j'étais en train de me dire, quel est le plot twist pour que tous, ou en tout cas certains, parce que de toute façon, s'ils meurent tous, il n'y a plus d'histoire et tout est réglé. Donc comment ça se fait qu'ils s'en sortent? Donc déjà, j'étais en mode, il y a un truc qui est pas cohérent. Elle est là avec son dragon, en plus, elle tue des citoyens et tout. Tu fais bon, comme ça c'est réglé. Ah ouais les gars, vous avez applaudi l'autre morveux, allez hop, je vous fais payer, hop, vous explosez, vous dégagez.
coup de queue de dragon, ça dégage. Par contre, en fait, oui, au moment où il faut vraiment faire le truc, je me doutais qu'elle aurait... Enfin, je me suis dit, s'il meurt pas, c'est que vraiment, elle nous sort pas un petit Dracarys des familles sur la famille, quoi. Je pensais qu'il y avait au moins une personne qui allait mourir, peut-être la fille, ou je sais pas, un truc... Bah, au moins une personne, quoi. Juste au moins un petit barbecue pour nous faire plaisir, mais on n'a même pas eu droit à ça, quoi. Non, non, bon, en tout cas, ils se sont fait bien cracher, bien plein de salive de dragon dans la figure, avec la bonne haleine de dragon qui a je sais pas combien d'années et tout, qui est resté qui est resté en bas, ça devait être pas mal. Rhaenys qui était une mère, enfin en tout cas qui est une grand-mère, et quand elle voit Alicent qui protège son fils, qui protège ses enfants, bah elle a pas le truc de les tuer. Et en même temps, elle a donné une grosse leçon de bah non, c'est pas comme ça que ça marche, hein, tu m'enfermes pas, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la discussion de Rhaenys avec Alicent, de dire bah au final tu sers les hommes et tout, tu fais tout pour eux. Mais pourquoi toi tu comptes pas sur le trône? Au final, tu pourrais très bien le faire. Enfin, je veux dire, elle a régné par quand son mari était complètement couché à hurler et tout, et qui buvait du lait de pavot à la paille toutes les 2 minutes. Enfin voilà, genre à la paille. Enfin voilà. Elle arrivait bien à régner sur le royaume avec son père. Donc finalement, c'est qu'elle en est capable. Et le moment où elle dit oui, est-ce que tu te verrais sur le trône? Et puis elle répond pas. Et ça la bouleverse totalement. C'est assez impressionnant. Et puis surtout quand on repense à Cersei dans Game of Thrones, du coup ça fait beaucoup écho et tout, et c'est hyper intéressant. J'ai vu le trailer de l'épisode 10, hâte de voir la suite, parce que du coup on aura la réaction de Rhaenyra qui apprendra que son père est mort. Il y aura, enfin bon, je vais pas spoiler le trailer, mais bon voilà, elle va apprendre tout un tas de choses en même temps, beaucoup d'émotions. Donc ouais, déjà rien que la réaction par rapport à son père, j'adore, parce que cette relation, comme je disais, je l'aime vraiment beaucoup. Et ouais, j'ai hâte de savoir la suite, et même ne serait-ce que Alicent par rapport à son père, parce qu'elle quand même, elle a posé un peu les termes dans cet épisode de oui, tu crois que tu manies tout, mais en fait c'est moi qui décide, parce que moi je mets mon fils, etc. Mais c'est moi qui décide de ce qu'on va faire et tout, c'est plus toi qui tire les ficelles, etc. Puis au final, elle apprend par Lord Larys, qui joue un peu sur tous les tableaux, que finalement son père a les moyens de pouvoir l'espionner, de vérifier tout ce qu'elle fait, etc. Donc à un moment donné, la confrontation père-fille aussi va être intéressante. C'est pour ça qu'en fait, ouais, que ce soit père-fille du côté de Rhaenyra ou du côté d'Alicent, c'est très intéressant parce que justement, on est sur 2 relations complètement différentes entre le père qui ferait tout n'importe quoi pour sa fille, quitte à se mettre tout le monde à dos et des fois contre des fois la raison, pas par rapport à sa décision, mais par rapport à la manière dont il fait. Et d'un autre côté, Otto Hightower qui est prêt à envoyer sa fille, allez hop, faire des choses, etc., dégueulasses, sans son consentement et tout, elle a envoyé faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, pour son propre intérêt, etc. Et que même quand on a l'impression qu'elle a récupéré un peu du pouvoir, etc., il est toujours en train d'essayer de tirer les ficelles à lui. Donc, ouais, toujours très intéressé et tout, alors que d'un autre côté, on avait une relation d'un père qui aimait de façon inconditionnelle sa fille. Et franchement, juste pour ça. Et j'aurais pu dire tellement d'autres choses sur ces 2 épisodes, mais en tout cas, on se retrouvera avec l'épisode 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!